Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK, consacrée aujourd'hui au RIFSEP, régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Je suis Loredana, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cindy Laborie, juriste et Bonjour. chargée de mission, bonjour Cindy, juriste et chargée de mission à la Fédération nationale des centres de gestion, qui vous expliquera dans une première partie les tenants et aboutissants de ce nouveau régime indemnitaire, ainsi que Céline Gardoni. Bonjour Céline. Responsable du pôle emploi et compétences au centre de gestion de la Somme, qui prendra la parole en seconde partie de conférence pour aborder des aspects touchant davantage à la mise en œuvre pratique du RIFSEP. Alors, Cindy, Céline, comme vous allez nous l'expliquer dans un instant, la mise en œuvre de ce nouvel outil indemnitaire n'est pas sans conséquence sur les politiques de gestion des effectifs et suppose une réflexion prospective qui va au-delà de l'aspect rémunération. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour annoncer la sortie très prochaine d'une nouvelle solution proposée par les éditions VK. Cindy, si vous voulez bien passer à la slide suivante où on a l'aperçu de ce nouveau service documentaire. Voilà. Il s'agit donc d'un nouveau service intitulé, comme vous pouvez le voir, Dynamiser la stratégie RH et qui a été conçu justement pour accompagner les collectivités dans la construction de leur politique RH, à la fois sous l'angle de la construction méthodologique et de la mise en œuvre opérationnelle, mais également dans sa dimension managériale et d'accompagnement du changement. Il s'agit donc là d'un complément tout naturel à notre sujet d'aujourd'hui, comme en atteste d'ailleurs la présence de Cindy et de Céline, qui se sont toutes les deux très fortement impliquées dans la réalisation de ce service. Et vous pourrez évidemment retrouver sur notre site vk.fr toutes les informations que vous souhaitez sur ce service dans notre onglet édition. Mesdames, avant de vous laisser la parole, juste quelques petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de cette session. Au cours de cette webconférence, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos intervenantes via la fenêtre questions qui se trouve sur l'interface GoToWebinar que vous voyez sur vos écrans, tout en bas à droite. Et évidemment, Cindy Laborie et Céline Gardoni feront leur possible pour y répondre à l'issue de la présentation. Si jamais toutes les questions, nous n'avions pas le temps d'aborder toutes les questions aujourd'hui, ou si d'autres questions vous venaient à l'esprit une fois la conférence terminée, sachez que vous avez à votre disposition le forum VK à l'adresse www.vk.fr/forum/ avec un forum consacré aux ressources humaines. Enfin, nous vous informons que cette conférence va donner lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé dans les jours à venir. Voilà, Cindy, c'est à vous. Je vous laisse enfin la parole. Bonjour. Avant d'évoquer avec vous le cadre juridique du RIFSEP, je tenais à souligner l'accompagnement très fort mené par les centres de gestion sur cette question, notamment également au travers de l'Association nationale des directeurs de centres et de la Fédération, donc qui travaillent notamment sur des outils pratiques depuis plusieurs semaines déjà. Pour en venir à ce sujet brûlant d'actualité qui est la mise en œuvre du RIFSEP, présentation aujourd'hui en introduction un peu pour resituer le régime indemnitaire au sein du régime de rémunération des agents et après une présentation assez détaillée de ce nouveau régime. Donc en vertu de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 qui porte droits et obligations des fonctionnaires, ces derniers ont droit, après service fait, à une rémunération. Donc là, c'est le texte de base de référence sur la question de la rémunération. La composition de la rémunération des fonctionnaires est fixée par l'article 20 de cette loi qui distingue le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Peuvent s'ajouter à ces éléments une nouvelle bonification indiciaire, la NBI, lorsque l'agent exerce des fonctions y ouvrant droit, et des avantages en nature comme un logement de fonction, un véhicule de service. Le régime indemnitaire, quelle est sa définition? Donc, il est constitué par l'ensemble des sommes qui sont perçues par un agent en contrepartie ou à l'occasion du service qu'il exécute dans le cadre des fonctions définies par le statut particulier dont il relève. Il se distingue notamment par son caractère facultatif des autres éléments obligatoires de rémunération. Les éléments obligatoires, ce sont le traitement, le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence et la NBI, le cas échéant si l'agent y a droit.
Le régime indemnitaire constitue une part non négligeable de la rémunération des agents publics et si son versement est facultatif, il n'en est pas moins réglementé. L'État a souhaité s'engager dans une démarche de simplification et de rationalisation des régimes indemnitaires. C'est vrai que les primes versées aux agents, le système était un peu complexe et ainsi un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, dit le RIFSEP, a été introduit pour la fonction publique de l'État par le décret 2014-513 du 20 mai 2014. Il s'agit de créer un régime indemnitaire unique dont les montants sont adaptés en fonction du cadre d'emploi, des grades détenus et des emplois occupés. Là, en effet, comme j'indiquais tout à l'heure, la diversité et la nature relativement complexe des primes ou indemnités versées dans les collectivités territoriales rendaient la matière difficilement explicable aux agents et complexe le travail des cadres qui souhaitent naturellement connaître les modes de rémunération des agents placés sous leur responsabilité. La généralisation progressive du RIFSEP est censée simplifier le paysage indemnitaire, mais nécessite, et vous en êtes certainement déjà rendu compte, un travail important de mise à plat de l'existant, et ce sera toute l'intervention de Céline Gardoni tout à l'heure. Concernant les principes directeurs pour la mise en place du régime indemnitaire, 4 principes fondamentaux régissent la mise en place et le versement des primes dans les collectivités territoriales. Les principes de l'égalité, de parité, d'égalité et de libre administration. Concernant le principe de l'égalité, il dispose qu'il est interdit de verser des primes qui n'auraient pas pour fondement une loi ou un décret. La collectivité ne peut pas créer une prime de toute pièce. Il faut qu'elle ait une base légale ou réglementaire. Ça a été rappelé notamment par le juge administratif. Une indemnité qui présente le caractère d'un complément de traitement ne peut, en l'absence d'un texte législatif ou réglementaire, être légalement instituée par délibération de l'organe délibérant. Une jurisprudence du Conseil d'État du 28 novembre 1990, département du Loir-et-Cher. Une exception à ce principe existe toutefois, c'est l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, au regard de ce qu'on appelle les avantages collectivement acquis. Le législateur a estimé que les primes et indemnités qui existaient antérieurement à la promulgation de la loi de 84 étaient considérés comme des droits acquis, quand bien même ils ne sont pas prévus par un texte réglementaire. C'est l'exemple des primes annuelles dites de 13e mois. On a vu un premier principe de l'égalité, également un principe de parité qui va nous occuper aujourd'hui. Ce principe de parité qui est posé par l'article 88 de la loi du 26 janvier 84, c'est une déclinaison du principe d'unité de la fonction publique qui impose que les fonctionnaires soient gérés dans des conditions similaires, quelle que soit leur fonction publique d'appartenance. Il est interdit de verser aux fonctionnaires territoriaux plus de primes ou à des montants supérieurs que celles que sont susceptibles de percevoir les fonctionnaires de l'État. Pour connaître les primes qui peuvent être versées aux fonctionnaires d'un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale et les plafonds applicables, on se reporte à un décret d'équivalence, qui est le décret numéro 91-875 du 6 septembre 1991, précisant quel est le corps et le grade de référence pour chaque grade de la fonction publique territoriale. On peut citer l'exemple des attachés territoriaux. Le corps de référence est celui des attachés d'administration du ministère de l'Intérieur. Le principe de parité instaure un plafond indépassable pour le montant des primes. En deçà de ce plafond, il est toutefois possible de prévoir des montants inférieurs et des conditions d'octroi plus restrictives. Troisième principe, le principe de la libre administration des collectivités territoriales, posé à l'article 72 de la Constitution, qui prévoit que dans les conditions prévues par la loi, les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Au titre du principe de libre administration, l'organe délibérant détermine les conditions d'attribution de chaque avantage indemnitaire et peut définir, en vertu de cette compétence, des critères de modulation individuelle. Il appartient donc à l'Assemblée délibérante de décider de la mise en place ou de la modification du régime indemnitaire dans la collectivité par le biais d'une délibération, laquelle doit fixer la nature des éléments indemnitaires, les conditions
d'attribution, cadre d'emploi, les grades, les bénéficiaires, les périodicités, les critères éventuels de modulation du montant individuel, les montants et les crédits ouverts. Le dernier principe qui s'applique en matière de régime indemnitaire, le principe d'égalité, donc qui correspond à l'obligation de traiter également les personnes placées objectivement dans des situations identiques. Dès lors qu'un régime indemnitaire a été instauré au profit des agents d'une structure collective territoriale, le principe d'égalité s'applique par catégorie de personnel. Donc, nous avons vu les principes statutaires du régime indemnitaire. Quels sont les objectifs de mise en œuvre de ce régime? Le traitement de base d'un agent de la fonction publique territoriale n'est pas négociable. Ce qu'on disait tout à l'heure, le traitement indiciaire est fixé en fonction du grade et de l'échelon détenu par chaque agent. Le régime indemnitaire, quant à lui, permet de personnaliser la rémunération qui est versée à chacun des agents. Il n'existe pas de régime indemnitaire de référence par type de collectivité. Chaque collectivité a la possibilité d'instaurer un régime indemnitaire en s'appuyant sur les textes applicables en fonction de l'équivalence entre les corps de la fonction publique d'État et les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Les montants des indemnités sont ainsi plafonnés et hiérarchisés et, comme j'indiquais à l'instant, c'est l'Assemblée délibérante qui fixe les taux et détermine les conditions d'attribution du régime indemnitaire par le biais d'une délibération. Et après, l'autorité territoriale, le maire, prend un arrêté fixant les montants individuellement. Le régime indemnitaire, c'est à la fois un levier de management et un facteur d'attractivité pour les collectivités qui le mettent en place. Il appartient donc à la collectivité de fixer un taux individuel applicable à chaque agent dans le respect de la délibération prise, qu'on évoquait à l'instant. La mise en place ou la refonte d'un régime indemnitaire peut avoir comme objectif de valoriser l'exercice des fonctions et le travail des agents, reconnaître une fonction particulière, favoriser la motivation des agents, répondre aux dysfonctionnements internes, notamment aux questions de l'absentéisme, limiter la fuite de compétences. Pour attirer les talents, retenir les personnes compétentes, donner des perspectives ou renforcer les motivations, il est nécessaire de rendre attractives, visibles et réelles les pratiques ressources humaines de l'institution et d'en faire un atout sur le marché des collectivités territoriales. L'attractivité des collectivités repose en effet sur plusieurs facteurs, sa localisation, son image, sa réputation, les perspectives qu'elle offre en termes de carrière, la qualité de l'intégration des nouveaux arrivants, sa capacité à prendre en compte les attentes de ses agents, mais également, et ce n'est pas une moindre part, la politique indemnitaire et d'action sociale. Le régime indemnitaire peut ainsi contribuer de manière significative à l'attractivité de la collectivité et permettre à une collectivité, à un employeur de se différencier par rapport aux candidats. Les choix en matière de rémunération et en particulier de régime indemnitaire sont également conditionnés par la recherche de meilleurs équilibres en interne, la prise en compte de critères tels que la responsabilité exercée, les contraintes ou risques liés aux missions assurées, la contribution des agents dans leur travail, participe au ressenti d'équité indispensable aux agents. Donc le régime indemnitaire doit également avoir un niveau et des possibilités de modulation suffisamment incitatives pour encourager la contribution individuelle tout en préservant l'indispensable fonctionnement collectif. Donc, suite à cette introduction qui permettait de poser les principes et les objectifs de la mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire, une présentation détaillée de ce nouvel outil indemnitaire de référence qui a été créé dans un esprit de simplification, comme j'expliquais tout à l'heure. Depuis 2010, à l'instar des pratiques du secteur privé, le principe d'une rémunération en fonction des résultats tend à se généraliser dans la fonction publique. Donc le décret numéro 2014-513 du 20 mai 2014 a créé ce nouveau régime indemnitaire, ce RIFSEP, dans la fonction publique de l'État, qui a vocation à remplacer les régimes indemnitaires existants de l'ensemble des corps de la fonction publique de l'État et par équivalence des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Le RIFSEP conduit à créer un régime indemnitaire commun à chaque cadre d'emploi et filière, sauf exception, et répond à une volonté d'harmonisation et de simplification de l'architecture indemnitaire en la rendant plus souple, plus cohérente, mais surtout plus transparente. Pour définir le montant du régime indemnitaire perçu par les agents, cette réforme récente marque le passage d'une logique de grade et de cadre d'emploi à une logique dont les deux principales composantes sont d'une part le poste occupé et d'autre part la manière d'occuper son poste.
Pour le poste occupé, la première composante du régime indemnitaire, elle est indépendante de la personne qui occupe le poste. Si pour un poste donné, la personne change et que les missions et le contenu du poste ne changent pas, le montant de la part de régime indemnitaire lié au poste perçu par l'agent restera le même. La deuxième composante est quant à elle liée à la personne, à sa manière de servir. Il peut s'agir du travail effectivement réalisé par la personne qui occupe le poste et ou de son potentiel à évoluer sur son poste ou dans d'autres fonctions. En plaçant donc les fonctions exercées par les agents au cœur de ce nouveau dispositif, le RIFSEP tend à la valorisation des fonctions exercées ainsi qu'à la reconnaissance des parcours professionnels et des acquis de l'expérience. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est une des grandes nouveautés de ce dispositif. Donc un régime indemnitaire composé de deux indemnités distinctes, une indemnité mensuelle de fonction, suggestion, expertise, l'IFSE, tenant compte du niveau d'expertise et de responsabilité du poste occupé, mais également de l'expérience professionnelle, et une deuxième part facultative, le complément indemnitaire annuel, le CIA, tenant compte de la valeur professionnelle et de la manière de servir, et qui, de ce fait, n'a pas vocation à être conduite automatiquement tous les ans pour un même montant. Ces deux indemnités sont cumulatives, mais diffèrent dans leur objet comme dans leur modalité de versement, ce que nous verrons dans quelques instants. Quels sont les bénéficiaires de ce nouveau régime indemnitaire? Donc le RIFSEP a vocation à s'appliquer largement dans les collectivités territoriales. Tous les agents dont les postes ont été créés par une délibération, donc des postes figurant au tableau des effectifs, peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire. Donc, pour rappel, le tableau des effectifs dresse la liste des emplois ouverts budgétairement, pourvus ou non, classés par filière, cadre d'emploi et grade, et distingués par une durée hebdomadaire de travail déterminée en fonction des besoins du service. Le RIFSEP a vocation à s'appliquer à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux, quelle que soit leur filière et leur catégorie, sauf pour les filières police municipale et sapeurs-pompiers, qui disposent d'un régime particulier, et ce RIFSEP a vocation également à se substituer à l'ensemble des primes existantes à ce jour. On verra les conditions de cumul avec certaines primes tout à l'heure. Chaque cadre d'emploi bénéficiera d'un nouveau régime indemnitaire au fur et à mesure de la parution des arrêtés ministériels de corps de référence à l'État. La portée du RIFSEP est ainsi plus large que l'ancienne prime de fonction et de résultat qui était réservée à la filière administrative et à certains cadres d'emploi uniquement. La question des agents contractuels est souvent posée, peuvent-ils percevoir le RIFSEP? Oui, si la délibération instaurant ce régime leur en étant le bénéfice. Attention toutefois, sont exclus du bénéfice du régime indemnitaire les agents recrutés sur la base d'un contrat de droit privé, donc les contrats aidés, emploi d'avenir, CAE, également les apprentis et les assistants maternels et familiaux. Quel est le calendrier d'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif? Le décret du 20 mai 2014 est entré en vigueur le 1er juin 2014 à l'État, mais les dates d'application sont différentes selon les filières. Dans la fonction publique territoriale, dans la fonction publique de l'État, les dispositions du décret s'appliquent à tous les fonctionnaires de la filière administrative, ainsi qu'à ceux percevant la PFR depuis le 1er janvier 2016. Tous les autres fonctionnaires, sauf exception prévue par arrêté, sont concernés par ce nouveau régime indemnitaire au plus tard à compter du 1er janvier 2017. Des arrêtés interministériels fixent pour chaque corps un nombre de groupes de fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou cadre d'emploi sont réparties au sein de différents groupes. Les montants minimaux de l'IFSE par grade et statut d'emploi, les montants maximaux de l'IFSE afférents à chaque groupe de fonctions, ainsi que ceux applicables aux agents logés par nécessité de service, les montants maximaux du complément indemnitaire annuel par groupe de fonctions. Pour la fonction publique territoriale, en fonction du principe d'équivalence, qui est posé par le décret du 6 septembre 1991, sont concernés dans un premier temps les cadres d'emploi des filières administratives, sociales, sportives, animation, ainsi que certains cadres d'emploi de la filière technique. À ce jour,
Tous les arrêtés pris pour l'application du RIFSEP au corps de l'État n'ont pas été publiés. Donc vous avez sur le PowerPoint qui diffuse actuellement un premier tableau indiquant les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, les arrêtés de corps de référence et la date de transposition possible. En premier, vous voyez les administrateurs territoriaux applicables depuis le 1er juillet 2015 et les attachés et d'autres cadres d'emploi qui sont répertoriés sur ce tableau depuis le 1er janvier 2016. D'autres arrêtés sont en attente, notamment je pense à la filière technique, aux adjoints techniques ou aux agents de maîtrise et pour l'ensemble des cadres d'emploi, nous l'indiquions tout à l'heure, une mise en application au 1er janvier 2017. L'arrêté du 28 avril 2015 fixe, je l'ai indiqué, les montants pour le corps des adjoints techniques des administrations de l'État. À compter de la parution des arrêtés ministériels pour les corps de référence, la transposition du RIFSEP dans la fonction publique territoriale doit se faire dans un délai raisonnable. Il appartient à chaque autorité territoriale de prendre les délibérations pour instaurer le RIFSEP dans les meilleurs délais possibles. On indique un délai de 6 mois maximum. Et le RIFSEP se substitue de droit à la prime de fonction et de résultat et à l'indemnité forfaitaire représentative de suggestions et de travaux supplémentaires qui étaient versées aux conseillers socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs, ces primes ayant déjà été supprimées au 31 décembre 2015. Donc la transposition du RIFSEP est beaucoup plus urgente pour les agents qui bénéficiaient de ces primes abrogées et c'est pourquoi dans nombre de collectivités, les délibérations, notamment au regard des attachés, ont été prises assez précocement. Donc, puisque les délibérations relatives à la PFR n'avaient plus de base légale et il revenait aux assemblées délibérantes de les abroger. Je l'indiquais tout à l'heure, le RIFSEP a vocation à remplacer les primes existantes dans la fonction publique territoriale, mais peut se cumuler avec d'autres indemnités. Il est exclusif par principe, puis avec tout autre régime indemnitaire de même nature, c'est-à-dire lié aux fonctions ou à la manière de servir. Toutefois, certaines primes restent cumulables et l'arrêté du 27 août 2015 précise les règles de cumul. Donc le RIFSEP est cumulable avec l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées, notamment les frais de déplacement, les dispositifs d'intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes du pouvoir d'achat, notamment l'indemnité différentielle, la JIPA, les suggestions ponctuelles directement liées à la durée du travail, dont l'indemnisation des heures supplémentaires, des astreintes, des permanences, des interventions, le travail de nuit, le travail le dimanche, les jours fériés, et la prime de responsabilité versée au DGS. Et les avantages acquis au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 84, notamment. Donc, toutes les primes annuelles instituées avant la loi de 84 restent également cumulables avec les FSE. Le cadre juridique, donc comme on l'indiquait tout à l'heure, un nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments. Le principal étant l'IFSE, l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, qui est versée en tenant compte du niveau de responsabilité, d'expertise requis dans l'exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires, mais également de leur expérience professionnelle. Ça constitue la nouveauté majeure de ce nouveau dispositif indemnitaire, j'indiquais tout à l'heure, mais que doit-on entendre par expérience professionnelle? Donc, la circulaire du 5 décembre 2014 a précisé cette notion. Elle considère qu'elle est liée à la connaissance acquise par la pratique et doit être distinguée de la manière de servir et de la valorisation de l'engagement professionnel. Elle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique et repose notamment sur l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs, la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste. Elle doit cependant, et c'est rappelé par la circulaire, être différenciée de l'ancienneté qui se matérialise par les avancements d'échelon. Toutes ces questions liées à l'expérience professionnelle, je sais que les centres de gestion ont élaboré différents guides avec des critères, des modèles de critères et je vous renvoie donc à ces documents. Pour déterminer le socle indemnitaire alloué à chaque agent au titre de l'IFSE, les fonctions occupées par les agents sont réparties dans des groupes. Les différents groupes sont constitués au regard de 3 critères professionnels suivants. Premier critère, les fonctions d'encadrement
de coordination, de pilotage ou de conception. Le deuxième critère, la technicité, l'expertise, l'expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions. Et le troisième critère, les sujétions particulières ou le degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est déterminé au regard de la variété des missions propres à chaque corps ou cadre d'emploi. Toutefois, le nombre de groupes est limité pour favoriser la lisibilité du dispositif. Donc là encore, la circulaire du 5 décembre 2014 préconise une répartition. En catégorie A, au maximum 4 groupes de fonctions. En catégorie B, 3 groupes de fonctions. En catégorie C, 2 groupes de fonctions. Les groupes de fonctions 1 devant être réservés aux postes les plus lourds et les plus exigeants. En vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 2014, des arrêtés interministériels déterminent les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions, avec une distinction pour les agents qui bénéficient d'un logement pour nécessité absolue de service. Je vous présenterai tout à l'heure un tableau qui recense ces différents montants. Chaque emploi dans la collectivité doit être classé dans un groupe. Donc là, il y a un gros travail à mener en interne et Céline Gardoni y reviendra tout à l'heure. Une fois les groupes fixés, l'autorité territoriale répartit les agents au sein de ceux-ci et définit les montants individuels. Le versement de l'indemnité de fonction, je l'indiquais tout à l'heure, est mensuel. Il doit faire l'objet d'un réexamen. C'est prévu à l'article 3 du décret du 20 mai 2014. En cas de changement de fonction, au moins tous les 4 ans, quand il n'y a pas eu de changement de fonction, au vu de l'expérience acquise par l'agent, ou en cas de changement de grade à la suite d'une promotion. L'examen qui peut se faire notamment lors de le réexamen qui peut se faire notamment lors de l'entretien professionnel ne veut pas automatiquement signifier augmentation du FSE. La seule obligation, c'est de réexaminer. On a vu donc la première composante, la composante principale du nouveau régime indemnitaire, l'IFSE. La deuxième composante, le complément indemnitaire annuel. Cette seconde prime intégrée au RIFSEP est facultative. Elle permet de reconnaître spécifiquement l'engagement professionnel et la manière de servir des agents, appréciés notamment au moment de l'entretien professionnel. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2015, la notation a été définitivement remplacée par un entretien d'évaluation qui s'applique à tous les corps, cadres d'emploi ou emplois dans la fonction publique territoriale pour les cadres d'emploi dotés d'un statut particulier, et l'entretien concerne les fonctionnaires titulaires en position d'activité, qu'ils soient à temps complet ou partiel. Sont exclus les fonctionnaires stagiaires et certains fonctionnaires en détachement. Et depuis la réforme du décret lié relatif aux agents contractuels, réforme qui est intervenue le 29 décembre dernier, certains agents contractuels bénéficient, comme les fonctionnaires, d'un entretien professionnel annuel dont les modalités sont prévues à l'article 1.3 du décret du 15 février 88. Les critères permettant l'évaluation de la valeur professionnelle de l'agent au cours de l'entretien professionnel ne sont pas exhaustivement définis par les textes. Ils doivent être fixés par délibération après avis du comité technique. En vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 16 décembre 2014, les critères portent notamment sur les résultats obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles et la capacité d'encadrement ou d'expertise. Je vous incite très fortement quand même à vous rapprocher des centres de gestion parce que là on a vu IFSE, on tient compte de l'expérience professionnelle. Il ne faut pas confondre expérience professionnelle et valeur professionnelle qui, elle, est prise en compte au titre du CIA et appréciée au moment de l'entretien annuel. Lorsqu'il est mis en œuvre, le complément indemnitaire est versé annuellement en 1 ou 2 fractions. La circulaire donc du 5 décembre 2014 précise que doivent être appréciées la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe, sa contribution au collectif de travail, la connaissance de son domaine d'intervention, sa capacité à s'adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires ou des collaborateurs et son implication dans un projet de service. Les attributions individuelles du CA sont comprises entre 0
et 100% d'un montant maximal fixé par groupe de fonctions. Et ce montant n'a pas vocation à être conduit automatiquement chaque année. Donc la circulaire du 5 décembre 2014 avait préconisé pour la fonction publique de l'État que le montant maximal du CIA n'excède pas 15% du plafond global du RIFSEP pour les catégories A, 12% de ce plafond global pour les catégories B et 10% du plafond global pour les catégories C. Toutefois, depuis la loi du 20 avril 2016, la loi dite de déontologie, et son article 84, qui précise que les organes délibérants des collectivités pourront rédiger leur délibération RIFSEP de façon à respecter l'enveloppe plafond résultant de l'addition du montant plafond de la part IFSE et de celle du CIA, pourront, en fonction de critères définis dans leur délibération, librement répartir l'importance de la part CIA et IFSE. Donc, comme l'indique la loi déontologie et cet article 84, les préconisations de la circulaire pour la fonction publique d'État qui stipule un certain plafond de part CIA par rapport au montant global de RIFSEP n'ont pas vocation à s'imposer dans la fonction publique territoriale. Concernant les montants applicables, donc vous avez un tableau qui est diffusé actuellement qui vous indique pour les corps et les arrêtés déjà pris les plafonds annuels de l'IFSE par groupe de fonctions, mais en distinguant les agents qui bénéficient d'un logement de fonction ou pas. Donc je vous laisse quelques secondes pour prendre connaissance de ce tableau en précisant par exemple que pour les attachés territoriaux, le montant annuel plafond par groupe en groupe 1, 36 210 €, groupe 2, 32 130 €, groupe 3, 25 500 €, groupe 4, 20 400 €. Donc ça c'est la part IFSE pour les agents qui ne bénéficient pas d'un logement de service. Concernant la procédure d'instauration du RIFSEP. Donc, comme j'indiquais tout à l'heure, l'assemblée délibérante de chaque collectivité ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État, principe de parité. Les membres des cadres d'emploi équivalents au corps de l'État en application de l'arrêté ministériel pourront percevoir ce régime indemnitaire sous réserve de cette délibération de l'organe délibérant. La délibération doit préciser la nature de l'indemnité instituée, donc IFSE et éventuellement CIA, les emplois bénéficiaires, notamment en précisant si les contractuels peuvent en bénéficier, les montants plafonds, la périodicité de versement du RIFSEP, la proratisation en fonction du temps de travail de l'agent, les critères d'attribution de l'IFSE et la classification en groupe par cadre d'emploi qui en découle, l'organe délibérant pouvant également déterminer des critères plus précis de répartition entre les groupes. Je ne rentre pas dans le détail, Céline parlera tout à l'heure de la procédure étape par étape à respecter par les autorités territoriales et les assemblées délibérantes. Donc, une délibération prise par l'Assemblée délibérante et, comme je l'indiquais en introduction, c'est l'autorité territoriale qui fixe par arrêté le montant individuel des primes versées à chaque agent dans la limite maximale déterminée par l'Assemblée délibérante. J'insiste un peu là-dessus parce qu'on a eu beaucoup de questions nous indiquant est-ce que les montants, je dois les mettre individuellement dans la délibération. Donc, il faut bien faire la distinction entre la délibération et l'arrêté. Donc, pour que pour le RIFSEP soit applicable au sein de chaque collectivité, une consultation préalable du comité technique doit être organisée et il sera ainsi saisi pour avis pour la détermination des groupes de fonctions, des critères liés à l'exercice des fonctions, à l'expérience et à l'expertise, et également les critères liés à l'engagement professionnel et la manière de servir. Voilà la procédure très brièvement. Céline Gardoni va dans quelques minutes vous la détailler. Sur les primes vouées à disparaître, l'article 5 du décret 2014-513 du 20 mai 2014 liste l'ensemble des primes vouées à disparaître. Je ne vais pas toutes les citer, mais elles sont nombreuses, notamment l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, l'indemnité d'administration et de technicité, l'indemnité d'exercice de mission des préfectures, la PFR qui a déjà été supprimée, l'indemnité de fonction et de résultats pour les administrateurs, la prime de rendement pour les administrateurs, l'indemnité de performance et de fonction, l'indemnité
spécifiques de service, enfin, il y a beaucoup de primes et les textes ne sont pas encore tous parus. Donc là, ça va se faire progressivement. Je sais que les services de l'État travaillent activement sur la question de la mise en œuvre du RIFSEP. Pour conclure sur ce cadre juridique assez complexe, avant de vous laisser sur des aspects plus pratiques, la question de la modulation du régime indemnitaire. Une précision importante, aucune disposition n'autorise une modulation individuelle du régime indemnitaire basée sur des motifs disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont exhaustivement énumérées à l'article 89 de la loi du 26 janvier 84. La suppression d'une indemnité ne peut pas constituer une sanction. Néanmoins, pour évaluer la valeur professionnelle de l'agent et pour déterminer la part du CIA, le montant du CIA, il peut être tenu compte de comportements sanctionnés disciplinairement parmi beaucoup d'autres éléments. Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe les conditions de versement des primes et indemnités en cas d'indisponibilité physique des fonctionnaires territoriaux, contrairement à un texte qui existe pour la fonction publique de l'État. Donc l'organe délibérant peut décider de suspendre le versement du régime indemnitaire en cas d'absence de l'agent, notamment en cas de maladie ordinaire, maladie longue durée, congé pour maladie professionnelle ou accident de service, congé de maternité, paternité, accueil de l'enfant ou adoption, congé bonifié, et se pose également la question de la suspension de fonction et de la journée de grève, où là, l'agent n'a pas le droit au maintien de son régime indemnitaire. Toutefois, élément très important, la suspension du versement du régime indemnitaire doit être expressément prévue dans la délibération. Voilà la présentation du cadre juridique que vous pouvez faire aujourd'hui et je le rappelle, beaucoup de textes sont encore en attente. Merci beaucoup Cindy pour cette première partie très intéressante. Chers auditeurs, je vais vous demander juste quelques tout petits instants de patience, le temps de passer la parole à Céline et que son écran s'affiche. Vous la voyez déjà en webcam, mais je pense que vous attendez tous également son PowerPoint qui, voilà, s'affiche. Céline, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci. Donc je vais vous parler de la place et du rôle du régime indemnitaire dans la gestion des ressources humaines et vous expliquer la mise en œuvre concrète de ce dispositif avec quelques exemples. Alors tout d'abord sur les modalités de mise en œuvre et sur la procédure, donc la première étape effectivement c'est l'attente de la publication, la modification des textes de référence, hein, comme l'a dit Cindy. Vous avez ensuite l'étape, comme l'a dit Cindy également, de saisine du comité technique. Alors le principe, c'est que le comité technique se positionne sur les grandes orientations en matière de politique indemnitaire et les critères de répartition en fait du régime indemnitaire. Ce qui est important, voilà, c'est de ne pas oublier cette étape puisque ça mettrait en péril en fait votre procédure de mise en place du régime indemnitaire. Surtout bien penser à saisir le comité technique pour présenter en fait les critères d'attribution du régime indemnitaire. Vous avez en étape suivante l'organe délibérant qui, après avis du comité technique, va adopter la délibération qui a été présentée préalablement au comité technique avec les fameux critères de répartition. Vous avez ensuite la prise des arrêtés par l'autorité territoriale qui va fixer le régime indemnitaire de manière individuelle pour chaque agent. Il est important de noter, comme l'a souligné Cindy, mais je me permets d'insister sur le fait que l'organe délibérant ne fixe pas dans la délibération les montants individuels de régime indemnitaire. La délibération en fait va fixer le montant de l'enveloppe dédiée à chaque en fait groupe de fonctions, mais le montant en fait individuel est bien fixé dans les arrêtés par l'autorité territoriale. Alors la première étape de mise en œuvre du RIFSEP, je vais vous détailler les différentes étapes. C'est important de les respecter puisque ça permet en fait d'éviter les écueils qui seraient liés en fait le fait de ne pas, respecter toutes ces étapes risque de mettre en péril, vous mettre en difficulté par rapport à la mise en place du régime indemnitaire. Donc tout d'abord, il convient de se questionner sur la finalité du régime indemnitaire. À quoi il va bien pouvoir servir dans votre collectivité? Quelle est la place du régime indemnitaire vis-à-vis des autres éléments de rémunération? Et s'interroger aussi sur l'équilibre entre les fonctions et la valeur professionnelle.
Pour vous donner quelques exemples, vous pouvez décider, par exemple, de valoriser en fait la place de certains agents, la place de certaines fonctions dans l'organigramme de votre collectivité, reconnaître la spécificité de certains postes, susciter, réfléchir sur le régime indemnitaire aussi, c'est susciter aussi l'engagement et valoriser l'expérience professionnelle des agents, comme vous a dit Cindy, donner une lisibilité en fait sur les avantages et davantage de transparence sur les pratiques en matière de régime indemnitaire de votre collectivité. C'est aussi renforcer l'attractivité de votre collectivité, fidéliser vos agents et favoriser une équité de rémunération entre les filières, voire également mener une réflexion en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans votre collectivité. Vous avez également la phase de lancement, où il convient de recueillir une décision, un cadrage politique, obtenir le mandat de travailler sur ce sujet. Vous allez également créer un comité de pilotage et désigner un pilote afin de valider, je dirais, toutes les étapes de la réflexion sur votre procédure régime indemnitaire. Bien sûr, il est capital d'informer les représentants du personnel de la démarche, et ce, dès le début du lancement de la réflexion, afin d'éviter des crispations qui pourraient survenir ultérieurement par rapport à la mise en œuvre de votre démarche. Bien les associer, ne pas se contenter uniquement de présenter le dossier au comité technique, mais organiser éventuellement des groupes de travail en amont de la présentation au comité technique. Il est important également de faire un diagnostic de l'existant. Donc étudier le contexte juridique et budgétaire, rassembler les délibérations et arrêtés relatifs au régime indemnitaire qui existent dans votre collectivité pour se questionner sur la place des différentes primes, ce que vous souhaitez maintenir, ne pas maintenir, faire en termes aussi de masse salariale, voir quelle en fait capacité en termes d'endettement, jusqu'où vous pouvez aller en termes de masse salariale et d'endettement par rapport à vos capacités budgétaires, faire un état des lieux, une synthèse des sommes perçues individuellement par les agents. Pour illustrer en fait ce propos, nous pouvons proposer un petit outil via un fichier Excel que ma collègue va vous envoyer. Tout à fait, je vous le transmets immédiatement. Normalement, ça devrait être bon pour tout le monde. Voilà. Voilà, c'est en fait ces petits outils. Ce petit outil en fait va vous permettre de faire un état des lieux, une synthèse des sommes perçues individuellement par vos agents, afin d'avoir une connaissance très précise des différentes sommes, des différents éléments de rémunération qui sont perçus par vos agents dans votre collectivité, et savoir jusqu'à quel point aussi vous pouvez aller dans votre réflexion sur le régime indemnitaire. C'est le document suivant? Ça refonctionne. J'avais une difficulté avec, je dirais, le déroulé du PowerPoint. Alors, vous devez également préalablement, il est important d'élaborer et de mettre à jour vos outils de management. Il est indispensable, avant de vous lancer dans la réflexion sur le RIFSEP, d'avoir un tableau des effectifs à jour pour avoir la liste des postes exhaustifs dans votre collectivité. Comme vous allez avoir, comme l'a dit Cindy, un travail de cotation des postes, il est indispensable d'avoir une vision très précise de vos effectifs. Disposer aussi d'un organigramme afin de voir en fait qui a des responsabilités, quels postes peuvent être valorisés. Il est indispensable de mettre en place un organigramme, ainsi que des fiches de poste individuelles par agent, afin de pouvoir reconnaître les compétences dont disposent les différents agents. L'entretien professionnel aussi doit être mis en place, puisque la part, on l'a vu, CIA est très liée en fait, est liée à la manière de servir. Donc l'entretien professionnel est indispensable. Cette procédure est indispensable avant de vous lancer dans cette réflexion sur le régime indemnitaire. Donc je rappelle que tous ces éléments, que ce soit l'organigramme, les fiches de poste, l'entretien professionnel, doivent être présentés au comité technique avant leur mise en œuvre, avant leur déploiement au sein de votre collectivité. Alors un organigramme, pourquoi? Pour identifier la chaîne hiérarchique et répondre à la question qui évalue qui, identifier aussi les postes qui ont des missions de coordination et d'encadrement au sein de votre collectivité, puisqu'on l'a vu, ça fait partie des critères qui peuvent être mis en avant pour valoriser le régime indemnitaire des agents.
Des fiches de poste, pourquoi? Pour identifier le rôle et les fonctions de l'agent, le positionnement, les attentes et les besoins du service et les compétences requises. Nous l'avons vu dans la partie critères d'attribution du régime indemnitaire. Vous pouvez également valoriser, prendre en compte les compétences des agents. Donc cette démarche est très importante afin d'avoir une vision très précise des compétences de chaque poste. C'est aussi un repère pour l'agent, une base de travail pour la définition des objectifs fixés lors de l'entretien professionnel, pour évaluer sa manière de servir. Elle est établie bien sûr conjointement par l'agent et le responsable hiérarchique, et c'est un document contractuel, opposable à l'agent et à la collectivité. Une étape suivante, c'est la détermination du système d'attribution du régime indemnitaire. Il est important de coter les postes et de trouver en fait une clé de répartition, je dirais, du rôle en fait de la part des différents postes. Soit vous le faites par système de cotation. Vous allez en fait attribuer des points en fonction, je dirais, des compétences identifiant les différents postes, des contraintes ou de la notion d'encadrement, soit vous allez faire une cotation en fonction d'une réflexion de hiérarchisation des différents postes. Vous déterminez les critères d'attribution du régime indemnitaire, on l'a évoqué, la restitution des propositions au comité de pilotage, dont on a parlé également en introduction, et la validation politique du dispositif. Alors, un petit cas pratique pour illustrer mon propos. Donc l'IFSE, comment déterminer les groupes de fonctions? Cindy vous l'a dit, hein, l'organe délibérant va déterminer le nombre de groupes de fonctions conformément à la réglementation dans chaque cadre d'emploi selon la catégorie hiérarchique. Il est important de rappeler, comme l'a dit Cindy, qu'il y a 4 groupes de fonctions au plus en catégorie A, 3 groupes au plus en catégorie B, 2 groupes de fonctions au plus en catégorie C. Alors nous avons eu la question de savoir si l'on peut créer des sous-groupes. Alors rien ne l'interdit dans la réglementation. On vous conseille quand même d'éviter peut-être cette démarche qui risque de complexifier votre projet, puisque il est important de noter que les enveloppes sont déterminées par groupe au niveau des textes de l'État, et faire des sous-groupes vient finalement ne se rapporter à aucune enveloppe en fait définie dans les textes de l'État. Donc ça peut venir complexifier votre projet. Les différents critères que vous pouvez prendre en compte pour déterminer les groupes d'IFSE, les montants d'IFSE par groupe, donc c'est l'encadrement, la coordination, la conception, la technicité et l'expertise, la qualification, les contraintes et les sujétions particulières, et le degré d'exposition du poste en termes de risque professionnel ou de mise en responsabilité. Ces critères, en fait, sont des critères qui sont donnés par les textes à titre indicatif. Vous pouvez éventuellement les compléter dans votre délibération ou envisager d'autres critères tant que vous ne dénaturez pas l'esprit de la prime IFSE. Il est important de noter que chaque poste de la collectivité devra être classé dans un groupe, d'où l'intérêt de bien travailler sur votre tableau des effectifs et de travailler sur un organigramme et des fiches de poste pour ne pas, je dirais, oublier ou passer à côté d'un poste de votre collectivité. Nous vous avons mis un exemple concret de répartition en fait de l'IFSE dans les différents groupes. Travail qui a été, alors ça c'est un travail qui a été fait avec des mairies, des différentes collectivités que nous avons menées suite à une réflexion dans le cadre d'un groupe de travail. Donc nous avons déterminé, nous avons en fait respecté la répartition des 4 groupes en catégorie A pour les attachés territoriaux, les secrétaires de mairie. Donc nous avons défini qu'en groupe 1, nous allions identifier la direction d'une collectivité, le secrétariat de mairie. En groupe 2, la direction adjointe d'une collectivité ou la responsabilité de plusieurs services. En groupe 3, la responsabilité d'un service. Et en groupe 4, la notion d'adjoint responsable de service, d'expertise, la fonction de coordination de pilotage ou d'encadrement d'usagers. Il nous a semblé important dans nos discussions lors du groupe de travail de valoriser la notion d'encadrement d'usagers, puisqu'il y a quand même une responsabilité, enfin il y a une responsabilité qui est liée à cette mission. Dans le deuxième, en catégorie B, en fait, nous avons identifié en groupe 1 la direction d'une structure, la responsabilité d'un service, secrétariat de mairie également. Groupe 2, la notion d'adjoint également, d'expertise, de fonction, de coordination, de pilotage. Dans le groupe 3, l'encadrement également de la proximité et d'usager et la notion d'assistant de direction. En groupe C, nous avons déterminé 2 groupes, l'encadrement en groupe 1 de proximité et d'usager, la notion d'assistant de direction, les suggestions, qualifications,
importantes, notamment si vous souhaitez valoriser par exemple des fonctions comptables ou d'autres fonctions, par exemple à la gestion des marchés publics ou autres. Vous pouvez, à vous de définir après au sein de votre collectivité les qualifications que vous souhaitez mettre en avant dans ce groupe. Et toujours le secrétariat de mairie. En groupe 2, nous avons laissé la notion d'exécution. Alors, il est important de noter que c'est un projet, une proposition. Il n'y a pas, je dirais, de recette que l'on peut généraliser à toutes les collectivités. Chaque collectivité a ses propres problématiques et doit mener sa propre réflexion par rapport à son, je dirais, à son contexte. Après, vous pouvez mettre en place également des systèmes en fait de cotation, mettre des points en fonction des compétences des différents postes dans votre collectivité pour arriver à ce classement. Merci beaucoup Céline pour cette seconde partie. En revanche, on avait des documents également à disposition pour les auditeurs, notamment un arrêté d'attribution et un modèle de délibération. Je vais peut-être les transférer maintenant. Hop. Voilà, on me demandait justement tout à l'heure si on avait à disposition un modèle de délibération. Vous avez dû le recevoir. Pour les personnes qui ont un petit peu de mal à le trouver, ils sont très certainement directement dans vos documents téléchargés, dans vos fichiers de téléchargement, puisque ça se télécharge directement. Alors, on va passer très rapidement à la séance de questions-réponses. On est un tout petit peu en retard sur le timing. Juste avant cela, et si vous souhaitez aller un petit peu plus loin sur ces problématiques et ces questions qui vous intéressent évidemment énormément, on vous rappelle que VK vous propose également une offre intégrale, le VK intégral ressources humaines, ainsi qu'un service documentaire intitulé Pratique de la paix en collectivité territoriale, ainsi bien évidemment que notre tout nouveau service documentaire Dynamiser la stratégie RH dont je vous ai parlé en tout début de webconférence. Pour plus de détails sur tous ces services, je vous invite à vous rendre directement sur notre site vk.fr, onglet édition, ou plus simple encore, à contacter directement notre service relations clientèle au 01 53 35 17 17. Alors, on est un peu pris par le temps, mais donc évidemment, j'ai énormément de questions qui sont arrivées. On n'aura pas le temps de toutes les aborder aujourd'hui dans le temps qui nous est imparti. Donc, je vous rappelle, comme je vous le disais au début, que vous avez à votre disposition le forum VK, donc toujours sur notre site vk.fr/forum/forum ressources humaines, sur lequel vous pourrez poser toutes les questions auxquelles vous n'aurez pas eu de réponse aujourd'hui. Et Céline et Cindy feront leur possible pour essayer d'y répondre dans les jours à venir. Quelques questions malgré tout. Alors, une petite sélection. Quelles sont les structures territoriales qui ont déjà été mises en place? Je ne sais pas laquelle d'entre vous souhaite répondre. Je veux bien répondre. Parfait. Alors nous, au niveau du centre de gestion, sur notre, je dirais, on a un petit peu de recul par rapport à cette réforme. Donc on a différentes structures qui ont mis en place, donc des mairies. Bon, essentiellement du fait de l'abrogation de la PFR, donc beaucoup de collectivités ont anticipé et ont mis en place très rapidement pour les attacher. Donc des mairies, des syndicats, des coms de com. Donc on a déjà un petit peu de recul, mais nous ce qu'on conseille, c'est avant de mettre en place, parce que tous les textes ne sont pas sortis, c'est d'attendre en fait l'apparition de tous les textes afin de favoriser une harmonisation du dispositif pour l'ensemble de la collectivité. Ça évite aussi différents passages en comité technique des délibérations. Merci beaucoup Céline. J'ai une autre question. Des outils ont-ils été réalisés au niveau national ? Alors oui, je l'ai expliqué tout à l'heure en introduction, les centres de gestion ont réalisé des guides, et notamment un guide très complet réalisé par l'Association nationale des directeurs. La fédération travaille aussi sur des outils, notamment sur la répartition des groupes de fonctions. On peut citer quelques outils en plus de ces guides, des projets de délibération, vous venez d'en recevoir un imprimé de saisine du comité technique, puisque c'est une formalité obligatoire, des modèles d'arrêté individuel d'attribution de RIFSEP, et puis il y aura également une cotation de critères pour l'expérience professionnelle, quelques modèles. Donc des guides existent et puis des modèles également. Merci Cindy. On passe assez rapidement à la question suivante. La notion d'enveloppe globale existe-t-elle encore ?
Alors la notion d'enveloppe globale existe et elle est même renforcée avec la loi déontologie. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une circulaire du 5 décembre 2014 qui prévoyait un montant maximal, un plafond global de CIA au regard du montant global RIFSEP, et l'article 84 de la loi du 20 avril 2016 précise que les organes délibérants des collectivités pourront rédiger leurs délibérations de façon à respecter l'enveloppe plafond résultant de l'addition du montant plafond de la part IFSE et CIA, et qu'ils pourront, en fonction de critères définis dans leur délibération, librement répartir l'importance de la part CIA et IFSE, ce qui renvoie à une enveloppe globale renforcée. Merci beaucoup. Là, j'ai un certain nombre de questions. Alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre. On peut en aborder encore peut-être 2, 3. J'en ai beaucoup qui arrivent en même temps. Quand les textes devraient-ils paraître pour la filière technique? On l'espère très rapidement. On n'a pas eu de l'information précise de la part de la DGCL, qui est submergée par les textes. Il n'y a pas que le RIFSEP, il y a également la mise en œuvre de la réforme PPCR. Il y a également tous les textes d'application sur déontologie. Et donc, on attend beaucoup de décrets. Ça se chiffre à près de 200 décrets ou arrêtés pour l'année 2016. Et un décret qu'on attend aussi avec importance et impatience, c'est le décret sur les commissions consultatives paritaires pour les contractuels. Donc voilà, beaucoup de textes en attente très prochainement, j'espère. D'accord, encore un peu de patience. Au bout de 4 ans, y a-t-il obligation de réévaluer les montants? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une obligation de réexamen, mais aucunement de réévaluation. Vous devez faire la démarche de réexaminer la situation de la part IFSE, mais pas obligatoirement l'augmenter. J'ai eu une question aussi sur la réalisation des groupes de fonction. Une collectivité qui me disait bah, attacher c'est facile, on a 3 grades, donc on va faire groupe 1 directeur, groupe 2 attaché principal, groupe 3 attaché, puis on va laisser le groupe 4 de côté. Je rappelle que c'est en fonction des fonctions et pas en fonction du grade que les critères doivent être répartis. Et il y a notamment un modèle, une proposition qui avait été réalisée dans le cadre du guide méthodologique pratique proposé par l'association des directeurs de centres de gestion, qui prenait l'exemple du détaché et qui proposait plutôt de mettre en fonction la direction générale et la direction de cabinet, après la direction de pôle et d'axe, après les chefs de service ou structure, puis les chargés de mission, certainement pas de se contenter de prendre grade 1, grade 2, grade 3, parce que ça ne correspond pas du tout à l'esprit du nouveau dispositif. D'accord, merci beaucoup. On va devoir rapidement mettre un terme aux questions, encore peut-être une ou deux si vous êtes d'accord. Le RIFSEP a-t-il vocation à s'appliquer aux agents de la filière médico-sociale, médecins, infirmiers, auxiliaires, puériculteurs, etc. La seule exclusion, c'est la filière police municipale et sapeurs-pompiers. D'accord. Donc là, pour la filière médico-sociale, une application au 1er janvier 2017. Et est-ce que les emplois fonctionnels sont concernés? C'est une autre question. L'ensemble des emplois inscrits au tableau des effectifs est concerné par le régime indemnitaire, et c'est la délibération qui va fixer, notamment par rapport aux agents contractuels, si les agents bénéficient pas ou pas du régime indemnitaire. Les seules exclusions sont, je le rappelais tout à l'heure, les contrats de droit privé et les assistants familiaux et maternels. C'est donc applicable à la filière patrimoine. J'ai une autre question également. Exactement. Au 1er janvier 2017. Les textes. Voilà, on attend les textes. Aussi en attente, d'accord. Comment se fera la transposition du RIFSEP avec le régime indemnitaire existant? Y aura-t-il une répartition sur l'IFSE et le CIA? Comme l'expliquait Céline, il y a une remise à plat de l'existant complète à réaliser et reprendre notamment toutes les délibérations préexistantes et redéfinir un cadre par rapport au nouveau système, à la répartition en groupe de fonctions. Mais voilà, vous ne partez pas de rien, vous partez d'un existant, donc bien sûr tout ce qui existe précédemment doit être réétudié et remis à plat.
Et il est important de souligner également que tout ce qui est antérieur, IAT, UMP, ne pourra pas se cumuler avec le RIFSEP. Quand on met en place le RIFSEP, on ne peut pas cumuler les anciennes primes. Il a vocation à remplacer ce qui existait antérieurement. D'accord. On va prendre une dernière question. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui vont être un petit peu frustrées et rester sans réponse, mais ça n'est que provisoire puisque, comme je vous le disais, vous pouvez les poser sur le forum. Et là, malheureusement, on est pris par le temps. Donc, une toute dernière question. Les textes précisant des montants plafonds par grade et groupe de fonctions, pouvons-nous, sur la délibération, indiquer des montants plafonds moins élevés? Bien sûr, puisque ce sont des plafonds prévus par l'État. Donc, vous pouvez prévoir des enveloppes qui correspondent finalement à votre budget. Par contre, vous n'êtes pas tenu par les montants mini définis aussi par les arrêtés. Parce que ça, c'est un dispositif qui ne s'applique que pour la fonction publique d'État. Vous n'y êtes pas tenu. Par contre, principe de parité oblige, pas de montant supérieur à ceux prévus par les arrêtés ministériels. Très bien, on va devoir mettre un terme à cette présentation. Merci beaucoup Cindy, merci beaucoup Céline pour tous ces éléments de réponse et surtout un grand merci à tous nos auditeurs pour leur participation très active. Vous étiez extrêmement nombreux à nous avoir rejoints aujourd'hui, preuve que ce sujet est particulièrement brûlant. Donc encore un grand merci à tous pour votre attention. Rendez-vous sur vk.fr pour la suite, pour poser vos questions et avoir plus de renseignements sur les services qui vous ont été présentés. Je vous souhaite à tous et à toutes, au nom de toute l'équipe VK, une excellente journée. Merci encore.